Je vais me présenter très vite. D'abord, je vais vous montrer un peu qu'est-ce que j'ai prévu pour cette petite présentation. Voilà, je vais vous montrer qui parle, pourquoi, qu'est-ce que c'est cette histoire d'identité sexuelle, les mots que moi je préfère employer, c'est-à-dire sexe, genre, orientation, toute l'histoire qu'il y a derrière ça, les normes, les stéréotypes, les transitions, qu'est-ce que c'est être trans avec un ou des handicaps, mes sources et puis des ressources, et on terminera par les questions que vous voulez. Je vais parfois utiliser des mots difficiles, mais je vais essayer de les expliquer au maximum si besoin. Donc, c'est moi, Ellie Boué. Donc, mon pronom, c'est il, c'est-à-dire on parle de moi au masculin. Enfin, c'est ce que je demande, en tout cas. Je suis un homme trans et je suis en situation de handicap invisible. Moi, j'ai plutôt l'habitude de faire des choses interactives avec des petits groupes qui apportent ce que eux-mêmes ont comme idée sur les sujets. Donc là, c'est un peu... Je suis pas très habitué à cette façon de faire. Du coup, si vous voulez poser des questions pendant, ça ne me dérange pas du tout. Au contraire. Donc je suis militant au planning familial depuis 2017. Je suis éducateur à la vie affective et sexuelle. Je suis référent au confédéral sur agir avec les personnes LGBTQI+. Et je suis formateur sur l'accueil des personnes trans. J'ai aussi une expérience dans le monde, entre guillemets, de l'autisme et de l'analyse appliquée du comportement. Oui, donc lesbienne, gay, bi, ça en général les gens connaissent. Trans, pardon. Ensuite on peut dire soit queer, soit en questionnement, ça dépend des gens. Ensuite intersexe, et plus c'est pour dire que c'est pas une liste qui a une fin. Voilà. Est-ce que c'est plus clair ? D'accord. Est-ce qu'on peut passer pour une question ? Bien sûr. Donc j'ai l'autorisation officielle d'enlever le masque. C'est juste pour une question un peu de culture G, mais c'est quoi la différence entre intersexe et transsexuel ? Oui, en fait, c'est une question qu'on me pose souvent et que je comprends jamais, parce que pour moi, c'est vraiment deux choses complètement différentes. Et on va y venir. Du coup, être trans, c'est plutôt une question d'identité, de comment on construit son genre, et être intersexe, c'est quelque chose d'inné et de biologique. Et du regard médical sur cet inné et ce biologique. On va y venir du coup. Alors pourquoi je suis là ? Donc j'ai été invité après un atelier que j'avais fait pour le planning des Bouches-du-Rhône sur autisme et transidentité. Plus généralement, j'ai été invité parce que il n'y a pas assez d'informations, pas assez de discussions à l'intersection handicap et LGBTQIA+. Là, j'ai ajouté un A, vous vous demandez peut-être pourquoi. Donc il y a plusieurs façons d'écrire ce sigle, hein. Le A en général, c'est pour asexuel ou aromantique. Donc on y reviendra si besoin. Je suis là aussi parce que du fait de ce manque d'informations, de discussion, il y a concrètement peu d'accès aux droits pour les personnes concernées, ou pour le dire différemment, il y a peu d'application des devoirs de la société, c'est-à-dire que les personnes qui sont autour, ou même les administrations qui sont autour, ne font pas ce qu'elles devraient faire pour le bien, ou simplement pour le respect de ces personnes. Alors, identité sexuelle, c'est pas du tout un mot que moi j'utilise, mais je trouvais intéressant qu'on m'ait invité en me demandant de faire quelque chose là-dessus. Donc ça vient surtout de la psychanalyse, ça mélange qui on est, qui on désire. Et moi je trouve que c'est pas du tout la même chose quand même. Donc il y a d'autres mots qui existent pour en parler, ils sont presque tout le temps pas bien compris,
pas bien connu, confondu, même par des gens, j'ai marqué très savants, même par des gens très cultivés, même par des gens très diplômés. Tout ça, ça semble toujours très compliqué. Bon, moi, je vais catégoriser en sexe, genre, orientation. Je vais expliquer ce que je veux dire. Donc, sexe. On dit qu'il existe deux sexes. Un féminin, avec vulve, en général des seins, des chromosomes XX, un utérus qui a des règles, etc. Et un masculin avec un pénis, des testicules, des poils au visage, les chromosomes XY. Et c'est vrai que la plupart du temps, c'est le cas. Mais dans la réalité, c'est quand même plus complexe que ça. Et on préfère faire comme si c'était simple. Comme ça arrive souvent, on en fait une règle, et ça devient la norme. Donc je reviendrai là-dessus. Bref, quand un bébé naît, on regarde, juste vite fait, on voit s'il a une vulve ou un pénis. S'il a une vulve, on dit que c'est une fille. S'il a un pénis, on dit que c'est un garçon. On est d'accord là-dessus? Alors, intersexe. Parfois, soit la forme des organes génitaux, soit les taux d'hormones, soit les chromosomes sexuels, ne rentrent pas dans les normes actuelles de sexe. Elles ne rentrent pas dans nos cases pour que ça soit clairement féminin ou clairement masculin. Et donc, ça s'appelle être intersexe. Pour les gens qui voudront beaucoup plus d'informations là-dessus, il y a une association qui existe, qui s'appelle Collectif Intersexe et Alliés, qui travaille beaucoup pour faire mieux connaître ce que c'est. Voilà. Et qui se bat pour ses droits parce qu'aujourd'hui, encore en France, pour assigner un genre à une personne intersexe, on n'hésite pas à modifier son corps, même sans son accord. Donc j'ai noté noir sur blanc, c'est un crime, même si c'est quelque chose qui est pratiqué tous les jours dans les hôpitaux français. C'est condamné par plusieurs instances européennes. Après, il n'y a pas seulement des chirurgies sur des enfants, ça va être par exemple un traitement hormonal tout au long de la vie, sans l'accord de la personne et en pensant que ça va faire que comme ça, elle pourra mieux être une fille ou mieux être un garçon. Bien sûr, c'est pas malveillant derrière, on fait ça, on dit que c'est pour son bien. Sauf que les personnes qui sont intersexes, qui ont grandi, aujourd'hui, elles disent « arrêtez de faire ça ». Ça, c'est une image qui vient d'une de leurs vidéos pour expliquer ce que c'est. Pour expliquer qu'il faut protéger les enfants intersexes. Vous voyez, on a besoin de cocher soit la case fille, soit la case garçon, alors que le corps de l'enfant-là, il ne rentre pas dans ces cases. Le genre. Donc le genre, ça parle des différences non biologiques entre filles et garçons. Toutes les différences qui ne sont pas dans le corps. Aujourd'hui, ça sert surtout à montrer les inégalités qu'il y a entre filles et garçons, voir les rapports de pouvoir qu'il y a, généralement, des garçons sur les filles. Ensuite, l'identité de genre, c'est autre chose. C'est une expression pour parler du genre qu'une personne s'est construit. Le genre, en fait, ça parle des groupes, et l'identité de genre, ça parle des personnes. Et donc être trans, c'est juste être d'une autre identité de genre que celle que les médecins ont cochée à notre naissance. Donc par exemple, si je dis homme trans, je suis un homme, mais je suis trans parce que c'est pas garçon que les médecins ont coché à ma naissance. N'hésitez pas à me couper si c'est pas clair. Ensuite, l'orientation. Donc l'orientation, ça parle de ce qui nous attire, des gens qu'on désire. Alors là, j'ai mis un mot très compliqué, mais on peut dire qu'on vit en hétéronorme. Donc, on vit là, dans un monde où
on va croire que la personne en face de nous, elle est forcément hétéro, jusqu'à ce qu'on nous prouve le contraire. On va toujours supposer que les gens sont hétéros. Bon, en France, être lesbienne, gay ou bi n'est plus interdit. Ça l'a été, hein, au cas où. Aujourd'hui, on a même le mariage qu'on dit pour tous. Je dis qu'on dit parce que concrètement, c'est pas tout le monde qui peut se marier sans perdre des allocations, par exemple. Et on a aussi depuis peu la PMA dite pour toutes. Et en vrai, on l'a interdit aux personnes trans, la PMA. Donc c'est pas pour toutes. Voilà, vous sentez la colère. Donc malgré ces progrès, il reste des normes qui sont en France et ailleurs. Hein. On peut dire que la norme hétéro, elle-même, elle s'appuie sur des normes de sexe et des normes de genre. Donc par exemple, comment je fais pour dire mon orientation si je suis ni un homme ni une femme ? Je peux pas dire que je suis hétéro, ça voudrait dire quoi? Bon. Comment je fais si je ressens d'attirance pour personne? Tout à fait. J'ai entendu asexuel. Asexuel, oui. Mais c'est pas un mot qui est très connu. C'est pas un mot qui est encore entré dans le langage commun. Ça reste un mot qui est considéré comme communautaire. Alors qu'avoir des mots exprès pour ça, ça montre que oui, ça peut exister, que c'est OK. Ça montre que non, je ne suis pas seul au monde et différent de tous les autres. C'est pour ça, entre autres, que c'est important d'avoir des mots pour ça. De les connaître et de les faire connaître. Donc là, j'ai mis, ce n'est pas une quête identitaire individualiste. C'est pas pour chercher de l'attention qu'on utilise des mots comme ça. C'est au contraire un besoin de communauté quand on en est exclu par défaut. C'est-à-dire le besoin d'appartenir à un groupe. Alors là, je vais vous tartiner d'un peu d'histoire, mais j'ai quand même fait très simpliste. Donc, être trans, c'est surtout sur ça que je vais m'axer. C'est pas nouveau, même si on peut croire que c'est la mode. Dans plein de pays, à plein d'époques, on trouve des personnes trans et plus de deux genres. Mais, pour faire court, quand certains rois sont allés faire la guerre et coloniser d'autres pays, ils ont obligé d'autres peuples à n'avoir que deux genres dans leur société, que hommes et femmes, rien d'autre, et pas de personnes trans. Or, quand on essaye d'empêcher les personnes trans de vivre, c'est là que ça devient difficile d'être trans. Mais sinon, ça va. Alors, il y a très longtemps, en 1918, un médecin allemand, Dr. Hirschfeld, je ne parle pas allemand, a créé une première organisation internationale LGBT+, ou LGBT, on pourrait dire. Donc il avait un certain point de vue, il était influencé à l'époque par les théories psychanalytiques, il confondait le genre et l'orientation, c'est-à-dire il confondait qui on est par qui on est attiré, et il pensait même qu'être homosexuel, c'était un handicap. Mais il a quand même beaucoup aidé. Et c'est dans son institut, en 1930, qu'il y a eu la première opération chirurgicale connue d'une femme trans. C'est-à-dire, c'est là où il travaillait qu'on a changé le sexe d'une personne, pour la première fois. Il y a aussi eu des hormonothérapies, c'est-à-dire on donne des hormones, par exemple de la testostérone à des personnes qui n'en produisent pas, ou des œstrogènes à des personnes qui n'en produisent pas. Peut-être j'y reviendrai. Et à cette époque aussi, il y a eu les premiers changements de papier. C'est-à-dire on pouvait aller faire changer sa carte d'identité, dire oui, j'ai un pénis, les médecins ont dit que j'étais un garçon, mais moi je me sens femme, je vais changer mes papiers, je vais marquer mon prénom de femme, je vais marquer sexe femme. Ça c'était possible en 1930. C'est bizarre, hein?
Qu'est-ce qui s'est passé après? Alors, en 1931, Dr. Hirschfeld fait des conférences aux États-Unis et ne rentre pas chez lui où il est menacé de mort parce qu'il est juif et homosexuel. En 1933, les nazis attaquent son institut, brûlent ses livres. Ça fait partie des premiers livres brûlés. La police déporte les personnes trans et même l'Institut de médecine forensique allemand dit clairement qu'il faut exterminer les personnes trans. Bon. Donc ça a un peu effacé les quelques avancées. Et même après la défaite des nazis, être homo ou être trans, c'est resté interdit dans la plupart des pays. Là, je vais faire un bond dans le temps. On se retrouve dans les années 60 aux États-Unis. Il était interdit de servir des verres d'alcool aux personnes homosexuelles. Il était interdit de danser entre hommes. Et il était interdit de se travestir, c'est-à-dire pour un homme de porter une robe, ou même pour une femme de porter des pantalons, selon le milieu. La police allait souvent dans les bars pour punir. Je dis ça le plus simplement du monde, hein. C'était vraiment la police venait et frappait les gens parce qu'ils étaient homosexuels ou trans. Voilà. En France, la police faisait la même chose, alors que ce n'était pas en soi criminalisé à ce moment-là. Mais on disait que c'était pour outrage ou attentat à la pudeur. Donc, en 1969, après un de ces raids de la police dans un de ces bars qui s'appelait le Stonewall Inn à New York, donc des personnes trans, aussi des personnes racisées, des personnes travailleuses du sexe, et souvent les trois à la fois, ont fait des émeutes. Il y avait aussi des personnes gays, des personnes lesbiennes dedans. L'anniversaire de ces émeutes de Stonewall est devenu la première Gay Pride. J'adore ce bruit. Ben, c'est pas Stonewall. Non. Oui, il y a un documentaire, c'est vrai, je crois que c'était sur Marsha Johnson, qui était une des personnes meneuses de cette émeute. D'accord. Voilà. Peut-être enlever le masque. Oui, c'était pour dire qu'en fait, que moi je pensais que les États-Unis étaient un pays libre. En fait, là, on voit que les États-Unis, c'est pas un pays si libre que ça. Et même la France, enfin, dans les années 60, quoi. Bon, maintenant, je pense que ça s'est un petit peu amélioré. Enfin, j'espère, quoi. Oui. C'est un pays où une certaine population était libre. Donc, des groupes LGBT+, et des féministes se sont battus pendant des années pour leurs droits. Et certains avaient plus de pouvoir que d'autres, et on y vient, c'était surtout des hommes, surtout des blancs, surtout des riches. Et des valides, on pouvait le dire aussi. Et donc, suite à leur combat, l'homosexualité a été retirée de la liste des maladies mentales, c'est-à-dire du DSM par l'OMS, le 17 mai 90. Non, c'est pas vieux. Et le 17 mai, c'est devenu la journée internationale de lutte contre l'homophobie, et puis c'est ajouté contre la biphobie, contre la transphobie, etc. Bon, alors la transidentité, elle y est encore concrètement dans la liste des maladies mentales. C'est-à-dire qu'on l'a retirée, mais on l'a changé de nom, enfin c'est compliqué. Et beaucoup de gens réfléchissent à changer ça. Comment est-ce qu'on pourrait changer ça ? N'hésitez pas s'il y a des questions. C'est quoi la transidentité ? Oui. Alors là, d'habitude, je ferai intervenir le groupe pour que quelqu'un essaye d'expliquer. Est-ce que quelqu'un veut faire ça ? Oui ? Avec le micro ? Ah ! C'est peut-être un peu biaisé du coup. C'est pas biaisé, au contraire. C'est situé. Je vais peut-être enlever le masque. Bonjour. Comme disait Ellie tout à l'heure,
être trans, c'est quand le genre... Comment dire ça? C'est compliqué. Le genre le genre dans lequel on vit n'est pas le genre qui a été coché à la naissance par les médecins. Voilà. Et ou pas, on décide de changer physiquement ou pas, ça dépend. Moi, par exemple, voilà. Moi, comme Zélie, il y a eu les hormones, j'ai fait des interventions. J'aurais pu décider de ne pas le faire. Ça, c'est... Il n'y a pas une façon d'être trans, en fait. Chaque personne trans est trans comme je vais dire comme elle le veut, mais non, en fait. Comme elle en a besoin. Voilà, merci. Donc, voilà. En fait, il n'y a pas une définition de la transidentité, parce que vous demandez à 2 personnes trans, elles vous donneront 2 définitions différentes, quoi. Voilà. Merci. Est-ce que c'est plus clair? Oui, ça l'était. Mais on ne sait jamais comment c'est écouté, entendu. Bonjour, du coup. Bonjour. Et moi, j'ai discuté avec plusieurs personnes et il y avait une différence entre transgenre et transidentité. Et de ce qu'on m'a expliqué, c'est que transidentité, c'était ce qu'on ressent et que transgenre, c'était ce qu'on est. Et du coup, je voulais savoir votre avis à vous, parce que c'est vrai qu'après, ça reste super subjectif, mais du coup, votre avis à vous sur ce vocabulaire-là? Là-dessus, je trouve ça assez simple de répondre de façon assez consensuelle. C'est juste la transidentité, c'est ce que c'est d'être trans. Comme on dit l'homosexualité, on ne va pas dire « je suis homosexualité ». Bon, et quand on dit « je suis transgenre », effectivement, ça va être un adjectif, comme « je suis homosexuel ». Après, il y a d'autres mots dont on pourrait discuter davantage, comme le mot transsexuel, qui est un mot qui est maintenant considéré comme une insulte par beaucoup de personnes trans, puisqu'il est ancré dans une certaine psychiatrisation, qu'en plus ça fait confondre avec des histoires de sexualité, un peu comme le mot identité sexuelle, sur lequel on m'a invité. Donc moi, je préfère dire trans tout court. Mais par contre, je reprends jamais les personnes concernées qui disent qu'elles sont transsexuelles. C'est leur façon à elles de se définir. Est-ce que c'est plus clair? Est-ce que ça répond? Ok. Donc, bien sûr. C'est une vaste question. Oui. Donc je disais, qu'est-ce qui fait dans l'argumentaire que la transidentité est encore considérée comme une maladie? Alors il y a plusieurs facteurs qui font que c'est encore considéré comme une maladie. Le plus simple et le plus embêtant à mes yeux, c'est que simplement c'est comme ça que les psychiatres apprennent là-dessus et c'est comme ça qu'ils continuent d'enseigner là-dessus. Voilà. Et après, il y a d'autres enjeux du type prise en charge par la sécurité sociale. Comment on fait pour demander des soins si ça n'est pas une maladie? Voilà. Bon, m'est avis qu'il y a d'autres choses qui ne sont pas des maladies qui demandent des accompagnements médicaux, comme une grossesse, que ce soit pour un accouchement ou un avortement. Mais voilà, on va dire que c'est un combat qui continue de perdurer. Et justement, on va y venir à l'hôpital public. Est-ce que c'était clair comme réponse? Merci. Oui? Oui, il y a aussi souvent peut-être les comorbidités associées à être une personne trans aujourd'hui en France. Et du coup, c'est ça qui peut-être aussi médicalise un peu les choses. C'est-à-dire, potentiellement, vu que c'est pas vraiment bien toléré, entre guillemets, dans la société, il y a du rejet, donc de l'isolement, donc probablement des dépressions, de l'anxiété, qui sont... Enfin, je ne fais pas de généralité, mais... Non, mais c'est tout à fait vrai. C'est que vivre de la transphobie, ça nuit à la santé mentale. Oui, voilà. Oui, merci. Pour le deuxième point,
Oui. C'est quoi une société savante? Oui, ce sont des professionnels de plusieurs disciplines qui se rejoignent pour traiter d'un sujet spécifique. Comme l'Académie de médecine. Bon, la société savante qui traite de transition en France aujourd'hui. Elle a été fondée par une dame qui s'appelait Colette Chilan et qui était psychanalyste et qui pratiquait des thérapies de conversion sur les personnes homosexuelles. Donc il y a un certain historique. Ouais, bon. Voilà, donc depuis 2016, pardon, il n'y avait plus de questions jusque-là. Si. Colette Chilan, C-H-I-2-L-A-N-D. J'ai l'impression d'être à une question pour un champion. Non. Donc, depuis 2016, en France, on peut changer le sexe sur ses papiers sans preuve médicale, donc sans demander l'avis d'un médecin. Il faut quand même passer devant un tribunal. Bon. Mais c'est quand même un gros changement parce que ça veut bien dire que notre identité de genre est reconnue par l'État, quel que soit notre corps. Mais vas-y. Alors, c'est juste un ajout. Faut savoir que donc maintenant, oui, alors, le changement de genre, on le fait par le tribunal, mais la grosse avancée surtout, c'est que maintenant le changement de prénom se fait seulement en mairie. Tout le monde maintenant peut aller dans la mairie de là où il vit en montant un tout petit dossier où il n'y a pas besoin de mettre 10 000 de justificatifs médicaux et autres et demander un changement de prénom. Et maintenant, la cause, entre guillemets, transidentité est suffisante pour demander un changement de prénom, ce qui n'était pas le cas avant. Merci. Oui, il faut justifier d'un motif. Voilà. C'est pourquoi vous voulez nous faire des papiers, c'est chiant. Voilà, en gros, c'est... Après, concrètement, hein, on retrouve des mairies ou même des tribunaux qui ne sont pas très à jour. Voilà. Qui soit ne savent pas, soit sont de mauvaise foi. Auquel cas, on peut envoyer des assos discuter. Donc, ensuite, pour faire une transition sans avoir de frais à payer, et là je pense surtout à d'éventuelles chirurgies, il faut en général passer par l'hôpital public où la société savante dont je parlais tout à l'heure donc décide de qui peut faire une transition. Et en plus, elle le décide d'une certaine façon qui est aussi considérée comme de la torture par plusieurs associations de droits humains. Donc voilà. Voilà, donc c'est un problème. Les associations trans se battent pour que ce soit les personnes qui décident pour elles-mêmes et pas des psychiatres, aussi bien intentionnés soient-ils. Tu veux qu'on fasse une co-conférence? Non, vas-y, vraiment. Juste un petit ajout. Théoriquement, on peut changer sans avis médical, mais maintenant, dans les faits, pour tout ce qui est accès, il faut quand même la fameuse attestation du psychiatre. Voilà. Or que théoriquement, normalement, on n'en a plus besoin aujourd'hui, mais dans les faits, aucun médecin acceptera de donner un traitement hormonal ou autre sans attestation du psychiatre. Voilà. Oui, on y reviendra tout à l'heure, mais c'est tout à fait vrai. Il existe quelques réseaux alternatifs où on essaye justement de sortir de cette psychiatrie, notamment dans certains plannings familiaux, mais aussi dans des espaces vraiment fondés par et pour des personnes trans et leurs alliés. Voilà. Alors, aujourd'hui en France, bon là, oui, on peut dire qu'il devient plus facile de s'affirmer lesbienne, gay ou bi, y compris pour des personnes en situation de handicap. Alors plus facile, ça ne veut pas dire que c'est devenu d'un seul coup très facile. Je pense qu'il y a encore un discours, justement, je parle de normes. Souvent, on dit juste que l'amour, c'est
se marier avec quelqu'un du sexe opposé et faire des bébés. C'est ce qu'on entend le plus, parce que c'est ce qu'on raconte le plus. Là, encore une fois, c'est les normes qui sont à l'œuvre. Bon, mais enfin, donc je vois de plus en plus d'autres personnes concernées qui arrivent à s'affirmer lesbiennes ou gays ou bi ou d'autres orientations. La transidentité, par contre, reste, il me semble, plus perturbante. Oui, oui. Moins envisageable, donc. Surtout par les personnes qui s'occupent de personnes en situation de handicap. Et pourtant, ça nous concerne aussi. Donc là, je développe pas trop, mais les théories CRIP sont liées aux théories queer, mais très peu parlées en français, c'est pour ça que c'est des mots anglais. Et pour plus d'informations, vous pouvez regarder le travail de Charlotte Puiseux. Il n'y a pas de questions là? Ouais. Alors, tous les deux déjà en commun le fait d'être des insultes au départ. Queer, c'était vraiment le tordu sexuel. Et crip, c'est l'handicapé, mais de façon péjorative. Bon, et il y a des mouvements politiques qui se sont formés à partir de là, de se réapproprier ces insultes, de se dire, ben ouais, peut-être que pour toi, je suis un moins que rien, ben moi, je suis fier de qui je suis. Je suis fier de ne pas rentrer dans tes cases, je voudrais même peut-être détruire tes cases, en gros. Hein. Et il y a beaucoup de liens qu'on peut faire, du coup, entre les personnes qui se disent crip et les personnes qui se disent queer. En fait, il y a des combats qui vont de pair, qui vont ensemble. Mais je n'ai qu'une heure, donc voilà. Alors, je voudrais parler un peu des stéréotypes. Les stéréotypes de genre, c'est des croyances et des attentes qu'on a envers les filles et envers les garçons. Et là, je ne parle pas de non-binarité parce qu'on n'a pas de croyances, enfin, voilà. Parce que ça n'existe pas dans nos têtes en général. Donc, par exemple, on peut dire qu'on va s'attendre d'une fille qu'elle soit douce, gentille, mais émotive. Voilà, vous connaissez le principe. On va attendre d'un garçon qui soit fort, mais aussi il se met vite en colère. Bon enfin, pour exemple. Mais ce sont des règles sociales implicites, donc certaines personnes en situation de handicap, et je pense en particulier aux personnes sur le spectre de l'autisme, peuvent y être moins sensibles, peuvent moins s'y conformer. Parfois, c'est tout l'inverse. Hein. Quand on a compris quelque chose, on y va à fond. Mais donc, en tout cas, faire des choses qui ne sont pas conformes à ces stéréotypes de genre, ça veut absolument pas dire qu'on est trans, d'accord? Parce que je vois très souvent des confusions là-dessus. Par exemple, oh là là, mon garçon, il aime bien porter des robes. Vous croyez qu'il se prend pour une fille? Alors là, non, vous n'avez pas compris. Ça peut être juste un garçon qui aime porter des robes. Par contre, s'il dit « je suis une fille », là, c'est peut-être pas un garçon. N'hésitez pas à intervenir. Hein. Une petite image extraite d'une vidéo pédagogique sur « c'est quoi un stéréotype ?» Voilà. Alors maintenant, c'est quoi les transitions ? Une transition de genre, c'est tout ce qu'une personne trans peut faire pour affirmer son genre. Ce n'est pas forcément une opération chirurgicale. Tout de suite, la première chose qui vient aux gens quand je parle d'avoir fait une transition, c'est ça. C'est « Ah, il a changé de sexe !» Non. Enfin, peut-être, mais ça ne vous regarde pas, en fait. Donc, il y a tout plein de choses, et ça passe en particulier par des changements de langage. Ça passe par un changement social. Ça va dire, maintenant, je veux que tu m'appelles machin. Ou
Maintenant, je veux que tu arrêtes de dire que je suis belle, je veux que tu dises que je suis beau. Ça change déjà beaucoup de choses pour la plupart des personnes trans. Ensuite, il n'existe pas de critères mesurables, il n'existe pas de test pour vérifier l'identité de genre d'une personne. Personne ne peut savoir si, en vrai, vous vous sentez fille, vous vous sentez garçon, vous vous sentez ni l'un ni l'autre. Il n'y a que vous. Voilà, désolé pour ceux qui aiment les tests. Donc, sachant tout cela, les transitions deviennent de moins en moins une affaire de protocole psychiatrique et de plus en plus une question de consentement éclairé. Dans les faits, une attestation psychiatrique est encore souvent demandée. Pour plusieurs raisons, mais la principale, c'est que tout le monde a peur que la personne se trompe et regrette. Pourtant, les détransitions sont très rares. Vraiment très rares. Et c'est encore plus rare de vouloir vraiment un retour en arrière. Ce qu'on appelle les détransitions, en fait, le plus souvent, c'est des personnes qui vont plutôt s'affirmer non-binaires. Après s'être dit homme ou femme. À la fin, je vous mettrai quelques sources pour vous montrer que je dis pas ça, je sors pas ça de mon chapeau. Donc, c'est-à-dire que souvent, on voit que tout le monde a très très peur que la personne se trompe, mais en vrai, c'est en l'empêchant qu'on risque de lui faire du mal. Bon, il faut aussi garder en tête que beaucoup de démarches de transition sont sans risque et même totalement réversibles, comme essayer un nouveau prénom, essayer un nouveau pronom, essayer de nouveaux habits, essayer un binder, quelque chose pour aplatir la poitrine, essayer un soutif rembourré, ça s'enlève si besoin. Ce n'est pas parce qu'on laisse une personne explorer qu'elle va aller sur le billard le lendemain. Quand je dis sur le billard, je veux dire faire une opération de chirurgie. D'accord ? Ça n'a rien d'obligatoire. Rien du tout. Et même les hormones n'ont pas un impact du jour au lendemain. D'ailleurs, c'est bien dommage. La plupart des personnes concernées aimeraient bien que ça arrive très vite, mais non, ça va prendre des années. Alors, trans et handicap. Beaucoup de personnes trans sont en situation de handicap. Surtout de handicap psychiques ou mentaux. Pas que, évidemment. Mais on voit qu'il y a significativement plus, quand même. Dans différentes études, on a vu qu'une personne trans sur 2 avait un handicap. Bah oui, quand même. Du coup, c'est bizarre qu'on n'en parle jamais. Enfin, je sais pas. Bon, le problème, c'est que faire une transition est beaucoup plus compliqué quand on est considéré vulnérable. Ou quand on est sous tutelle, par exemple. On peut nous la refuser parce qu'on veut nous protéger. Ça, c'est le gros du problème, là. C'est comment on fait pour protéger les gens. Est-ce qu'ils sont sûrs de ce qu'ils veulent, les gens ? Et comment on fait, nous, pour être sûrs qu'ils sont sûrs ? En fait, pour se sentir bien, on doit avoir la liberté d'explorer et d'affirmer son identité de genre. Et le soutien des proches diminue beaucoup les dépressions et les suicides. Il vaut mieux avoir exploré, se dire bah finalement ça me va pas, plutôt qu'en avoir pas le droit du tout. Donc voilà, je ne suis pas chercheur, mais je m'appuie aussi sur des recherches et je pourrais vous envoyer tout ça si vous le souhaitez. Il y a vraiment des liens qui ont été prouvés entre handicap et transidentité, entre autisme et non-conformité de genre. Ça ne veut pas dire que l'un cause l'autre, hein. C'est juste qu'on se rend compte qu'il y en a beaucoup sur la prévention des dépressions et suicides et sur les détransitions.
Bon, j'ai l'impression de vous avoir bombardé d'informations, mais ça tombe bien parce que... alors, il y a beaucoup d'associations de trans qui existent. Elles peuvent faire de l'information à destination vraiment de tout public et ou des groupes de parole. Pareil, hein. Donc j'en ai mis quelques-unes là, il y en a plein d'autres. J'ai mis mes préférés, non, c'est pas vrai. Donc il y a Accept ST, Clarté, donc il y en a à Paris, à Toulouse, à Bordeaux, à Lille, en Bretagne, il y en a partout en France vraiment. Ici aussi, oui, certainement. Et à Marseille, oui. Et il y a même plein de ressources en ligne. C'est-à-dire, si vous posez des questions sur, ok, il a parlé des hormones, mais c'est-à-dire, ça fait quoi exactement? Il y a des brochures en ligne, par exemple, sur le site de Outrance ou sur le site de Chrysalide. Je pense pas qu'elle soit forcément facile à lire et à comprendre, mais ça peut être chouette de le lire à deux, par exemple. Et vous pouvez aussi écrire à mon groupe de travail du planning. Donc je vous mets l'adresse là si vous voulez la noter. C'est fait, très bien. Mais tout le monde n'est pas aussi rapide. Très bien. Et voilà. Je vous ai balancé ça à une vitesse. Donc, vos questions. Oui. La flûte. Je vais vous la mettre en grand. Moi personnellement, c'est vrai que je suis pas trans, mais bon, je viens là pour un petit peu découvrir, pour un petit peu m'informer. Et je voulais savoir comment vous considérez les choses. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait qu'il y ait vraiment dans les papiers officiels un troisième sexe ou mâle, homme ou femme, ça suffit? Merci, c'est une bonne question. Il y a quelques personnes qui voudraient qu'il y ait un troisième, mais moi, ça ne me va pas. Moi, je préférerais qu'on enlève le sexe sur les papiers parce que ça sert à rien. Et oui, mais voilà. Et puis, quand on met un troisième sexe dans les papiers qu'on pourrait cocher à la naissance pour les intersexes, par exemple, on peut se dire c'est une bonne idée, sauf qu'en fait, ça a déjà été expérimenté et ça marchait pas du tout. Ça faisait très très peur aux parents de cocher cette case. Du coup, ils faisaient encore plus de trucs pour cocher les cases filles ou garçons. Donc ça réglait pas du tout le problème. Voilà. Ça dépend beaucoup des études, mais en gros, c'est de 1,7% à 4%. Non, c'est pas du tout négligeable. On peut dire que c'est comparable au nombre de personnes rousses dans la population blanche. Vous sentez les phrases toutes faites, oui. Tout à fait. Non, mais c'est vrai, ça peut choquer quand je dis que le sexe, ça sert à rien, mais c'est un fait. Ça servait au temps où on envoyait les hommes à la guerre, et point barre. Enfin, oui. Excusez-moi. Pour quelque chose de pratique ou pratique, pour envoyer une lettre à une personne, si on ne connaît pas le sexe, on met comment, madame, monsieur enfin, une lettre, mais une lettre qui est formelle, qui est administrative. On ne peut pas mettre un simple bonjour dans une lettre administrative, ou alors il faudrait peut-être changer la norme. Enfin, je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? C'est des trucs bêtes, mais... Non, c'est pas bête du tout. C'est des détails du quotidien qui montrent bien à quel point, effectivement, c'est la norme. Parce qu'on peut être considéré comme mal poli si on ne commence pas par madame ou monsieur. Et même dans les commerces, on enseigne aux vendeuses, j'allais dire, à dire bonjour madame, bonjour monsieur. Mais en faisant ça, on ne parle pas vraiment de l'identité de genre de la personne. On parle de ce que nous, on a déduit, de ce que nous, on a vu. On va dire, ah, il y a des seins, ça doit être madame.
Ah, il y a une moustache, ça doit être monsieur. Et puis parfois, c'est la dame qui a une moustache. On se trompe, c'est l'horreur. Bon, moi, ce que je fais dans ces cas-là, c'est que je ne genre pas la personne tant qu'elle l'a pas fait. C'est-à-dire, je vais pas te parler au masculin ou au féminin tant que je t'ai pas entendu parler de toi au masculin ou au féminin. Alors, évidemment, ça demande, comment dire, de casser des vieux réflexes omniprésents. Et bon, au pire, on peut rester comme d'habitude, et puis quand on se trompe, on se corrige, et puis voilà. Déjà, accepter de se corriger, ce serait un grand pas. Et c'est beaucoup de monde qui refuse. Bonjour, je suis psychologue et du coup, effectivement, il y a pas mal de personnes qui se posent ces questions-là. Quels seraient les conseils que vous pourriez nous donner en tant que professionnel pour savoir comment les accompagner justement au mieux? Qu'est-ce qu'on pourrait leur conseiller ou comment soutenir tous les questionnements qu'ils peuvent avoir, vers où les orienter? Merci. Alors ça va dépendre bien évidemment des personnes, mais en gros et en général, ce qui aide beaucoup, c'est de retrouver un sens communautaire, c'est de retrouver d'autres personnes qui sont passées par les mêmes expériences. Enfin, je dis ça aussi parce que je suis là en tant que personne concernée, mais ça reste l'auto-support qui est le plus efficace, en fait. Et après, on peut avoir besoin de l'aide d'une psychologue pour diverses raisons, et c'est vrai que ça peut être un sacré pilier quand c'est pas une psy transphobe. Les autres conseils que je pourrais vous donner, c'est ce qui est possible à faire aussi, ça peut être de la médiation avec la famille. Oui. Et c'est souvent assez, on va dire, ça cause des disputes, souvent parce que les parents le prennent vraiment comme quelque chose d'énorme et de personnel. Et les personnes concernées ne comprennent pas pourquoi les parents en font quelque chose de personnel. Donc oui, de la médiation avec les parents, essayer de peut-être aussi donner accès aux informations des associations, histoire de détruire certains clichés. Après, je pense que simplement de l'écoute active, ça suffit déjà. Enfin, avoir un espace où on puisse parler de ça sans se prendre en pleine face tous les stéréotypes sur les personnes trans, c'est déjà énorme. Et être prêt, à apprendre de la personne. Comme sur toutes les expériences qu'on n'a pas vécues, ou même qu'on a vécues aussi d'ailleurs, je sais pas. Sur tout ce qui est autour du parcours effectivement de transition, vous parlez des hormones ou des opérations, toutes ces questions-là. Pareil, sur ces sites, du coup, il y a des informations sur à quoi les personnes vont être confrontées ou les réactions. Mm-hmm. Oui, il y en a. La plus grande difficulté, pour la plupart, c'est de trouver des professionnels qui, effectivement, partent du principe du consentement éclairé et pas du protocole psychiatrique. Donc, des coordonnées se passent dans des groupes en ligne, par exemple, pour essayer de trouver... Et c'est même pas trouver quelqu'un qui comprenne, c'est trouver quelqu'un qui ne mette pas trop de barrières. Donc, puis vous voyez bien qu'en soi, ça prouve bien que ça ne sert à rien d'essayer d'évaluer puisque l'entretien est d'emblée faussé, puisque la personne arrive en disant ce qu'elle pense que le professionnel veut entendre. Bon, du coup, c'est ça le principal obstacle, c'est trouver les pros qui veulent bien donner l'accès à ce dont on a besoin. J'ai deux questions aussi. D'abord, quand on est intersexe, la case du coup fille ou garçon est cochée obligatoirement.
Mais est-ce que l'opération, enfin, s'il y a besoin d'opération, est-ce qu'elle, enfin, besoin, il y a pas besoin. Est-ce qu'on peut grandir comme ça et faire l'opération plus tard et donc choisir entre guillemets ce qu'on ressent, ce qu'on a envie en fait plus tard, ou est-ce qu'on est obligatoirement à la naissance, on fait déjà des opérations ou je sais pas s'il y a des traitements hormonaux ou s'il y a d'autres choses. Merci. Alors, il y a plusieurs questions en une, en effet. Donc non, en soi, les opérations d'un bébé pour le conformer à un sexe n'ont rien d'obligatoire. En théorie, elles devraient être interdites, sauf évidemment urgence vitale. Il n'y a pas de raison de modifier le corps. Voilà. Bon, et donc oui, on peut cocher la case sans rien toucher. Et oui, ça fait partie vraiment des slogans du collectif Intersexes et Alliés, c'est l'urgence d'attendre, laisser les gens grandir avec leur corps, et c'est eux qui décideront s'ils souhaitent le changer ou pas. Parce que là, en fait, dans votre façon de formuler la question, vous liez encore le corps et l'identité de genre. Mais la personne, peut-être qu'elle est née avec quelque chose qui ressemble plus à un pénis, peut-être qu'elle se sent quand même fille, et peut-être qu'elle n'a pas besoin de changer son truc qui ressemble à un pénis. Ça l'embête pas forcément. C'est des choses distinctes. Souvent, on a besoin de changer aussi quand même, en partie, à cause du regard sur nous. Bon, pas que, c'est ce qu'elle de le dire, mais... Et du coup, j'avais une deuxième question. Vous avez dit que vous faisiez des interventions avec des petits groupes, tout ça. Et je voulais savoir par curiosité, est-ce que c'est avec des personnes en situation de handicap ou est-ce que c'est avec... Parce qu'en gros, on est des étudiantes en ergothérapie et on vient ici pour se renseigner parce qu'on va faire un webinaire pour informer justement les étudiants, les futurs professionnels, parce qu'on trouve que l'amour et le handicap, c'est un sujet qui est assez peu développé dans notre formation en tout cas. Et donc, on voulait savoir si toutes ces informations, vous les apportiez à des professionnels plutôt ou à des personnes, uniquement les personnes concernées, les personnes en situation de handicap, ou voilà. Je fais un peu de tout. Non, mais au départ, j'ai surtout fait des accueils individuels de personnes qui voulaient parler de transidentité, quelle qu'elle soit. Et j'accueillais du coup souvent des personnes en questionnement qui étaient en situation de handicap, même si ce n'était pas censé être un lieu spécifique du tout. Et j'ai fait des animations collectives, en fait, dans le cadre des séances d'éducation à la sexualité qui sont censées être dans la loi française dans les établissements scolaires. Et aussi, oui, ensuite j'ai développé des formations pour les professionnels de la santé et de l'éducatif, et du coup dedans il y avait des professionnels qui étaient dans, entre guillemets, le secteur des handicaps. Bonjour. Moi je me demande quel est le frein qui fait que c'est pas possible d'enlever le sexe sur les papiers d'identité, et est-ce que la lutte contre les discriminations de genre entre autres n'est pas un appui suffisant pour enlever ce sexe, ce genre? Merci. Il y a eu des tentatives, notamment d'une personne militante intersexe, ne serait-ce que pour retirer le sexe sur sa carte, et pas sur l'ensemble des textes de loi, en France. Et on lui a répondu que c'était impossible parce que ça modifierait les fondations même de la loi française. C'est-à-dire que notre loi est tellement fondée sur l'affiliation par l'homme et la femme, que si on supprime homme-femme, oh là là, les législateurs seraient complètement perdus. Voilà, et pas que les législateurs, enfin,
pour moi, ça va avec ce que j'essayais d'aborder en vitesse tout à l'heure avec l'hétéronorme. On a besoin de garder femmes et hommes pour continuer à fonctionner comme ça, pour continuer à garder ces rapports de pouvoir-là. Et d'ailleurs, il y a un courant qui s'appelle le transféminisme, où c'est vraiment des personnes transféministes qui essayent de montrer les liens entre tout ça, entre autres. Alors, tout ça est bien exagéré dans les médias. Oui, il y a certains groupes qui se disent féministes et qui veulent exclure les personnes trans. Et c'est vrai que c'est en train de prendre de la place. Ça prenait déjà de la place aux États-Unis et au Royaume-Uni. Maintenant, ça commence à s'entendre davantage en France. Ce qui va logiquement de pair avec la visibilité gagnée par les personnes trans. C'est le retour de bâton, comme on dit. Voilà, ça s'appelle des TERF. Oui. C'est pour... alors, je vais vous le faire sans l'accent. C'est pour les trans-exclusionnaries radicales féministes. En vrai, j'ai fait un lexique. Oui. Et oui, c'est pour ça que j'ai parlé des stéréotypes, parce que c'est souvent des personnes qui ne comprennent pas que l'identité de genre, c'est pas la même chose que des stéréotypes. Donc elles ont l'impression que les personnes trans reproduisent des stéréotypes, et donc que c'est pas féministe, quoi. Alors qu'on peut être un homme trans et porter des robes et du vernis et du rouge à lèvres ou que sais-je. Là, je ne sais pas si je vais poser une question bête ou voilà, mais je me demandais, je veux dire autrement que par l'administratif, comment se considèrent un peu les personnes trans? Est-ce qu'elles se considèrent entre hommes et femmes, ou alors carrément, enfin, qu'il y aurait carrément un troisième sexe, quoi, ou que ce serait totalement différent entre hommes et entre femmes, enfin... Ça vous reste en tête, le troisième sexe, ça. Oui, je sais pas pourquoi, ça me... Il n'y a pas de ça me reste en tête. Alors, comme disait cette personne tout à l'heure, en fait, il y a autant de façons d'être que de personnes trans. Il y a des personnes trans qui sont très clairement et seulement des hommes. Il y a des personnes trans qui sont juste des femmes. Et puis après, il y a tout le reste qui existe. Il y a des personnes qui se disent non-binaires, par exemple, qui vont se dire soit entre les deux, soit complètement en dehors, soit ni l'un ni l'autre, soit ça change en fonction des jours. Oui, il y a de tout. Ah oui, c'est un monde très ouvert, quoi. Mais n'ayez pas peur de vous tromper, vous savez. Si vous ne savez pas comment parler à quelqu'un, demandez-lui. Bonjour, c'est quoi ton pronom? Alors après, c'est pour ça que moi je le présente tout de suite. Parce que j'essaye de rendre ça normal. En tout cas, dans les petits mondes que je fréquente. Puis je sais que comme ça, je vais pas aller demander à la seule personne qui me paraît un peu bizarre. Comme ça, je donne l'opportunité à tout le monde de me donner son pronom. Moi, du coup, en parlant des pronoms, je sais pas trop comment formuler la question, mais vous, de ce que j'ai compris, c'était il, du coup. Oui. Et est-ce que vous avez un avis sur, du coup, le pronom yel, qui, je trouve, en soi,
est très bien, mais qu'il y a la différence de l'anglais n'est pas dans le langage courant, donc plus compliqué à appliquer qu'en anglais, du coup. Du coup, un peu... Enfin, si vous avez un avis dessus, d'ailleurs, vous en avez peut-être pas, mais... Moi, tout ce que je vois, c'est qu'il y a des gens à qui ça fait du bien de pouvoir avoir ce pronom. Il y en a d'autres qui s'énervent parce qu'ils ne l'ont pas appris à l'école. Je préfère être du côté de ceux à qui ça fait du bien. Voilà. Moi, je le vois comme ça. Après, c'est quand même de plus en plus utilisé, le YEL. Alors, je suis certainement très biaisé, parce que... mais j'ai quand même l'impression qu'au moins dans des cercles, certains cercles féministes, on essaye de l'utiliser un peu plus pour parler des groupes en général. C'est aussi une forme d'écriture inclusive. Pour arrêter de penser que au masculin tout le temps. C'est marrant comme ça fait peur, quoi. Moi, je trouve que en fait, ce qui fait beaucoup bouger les choses, c'est de rencontrer les personnes. C'est-à-dire d'avoir une vraie proximité avec quelqu'un, avoir partagé des choses, avoir de l'affection pour quelqu'un qu'on aime. Moi, c'est vrai qu'on a beaucoup discuté tout à l'heure. Tout ce qui est trans, c'est quelque chose que je maîtrise pas trop et tout. Donc, je sais. Mais après, tout ce qui est les personnes homosexuelles, c'est vrai que j'en ai plein dans mon entourage, donc ça me pose strictement aucun problème. Et je trouve que c'est pareil en fait. Quand on rencontre les gens, ça change tout parce que du coup, on connaît une personne et on sait, il nous explique les problématiques. Donc du coup, quand on rencontre une autre personne trans, on se dit peut-être qu'effectivement là, on va faire attention, on va demander le pronom, on va faire des choses comme ça. Et je crois que c'est aussi par la proximité, en se rencontrant, qu'on avance. Donc merci vraiment pour cette présentation parce que je trouve que c'est très abordable et ça me remet bien les choses claires. Merci. Bonjour. Bonjour. Et je posais la question, et notamment sur les sources que vous aviez en termes de personnes atteintes d'autisme. Et les groupes de parole, peut-être ça ne marche pas vraiment. Mais est-ce qu'il y a-t-il des instances de rapproche, peut-être aussi, même des groupes de parole, des personnes qui peuvent se rapprocher pour donner une meilleure orientation, pour donner de l'information tacite, claire pour ce type de public? Vous me dites que vous pensez que les groupes de parole, ça peut mal fonctionner pour des personnes autistes. Et est-ce qu'il y a d'autres façons d'avoir plus d'infos? Oui, ou autre. Voilà. Après, ça dépend des personnes, mais je comprends ce que vous voulez dire. Justement, ça dépend en fait, de la personne. Mais est-ce qu'il y a-t-il d'autres choses à part des groupes de parole? Si la personne tire rien d'un groupe de parole et reste simplement de partager de l'information, et puis juste pour commencer, lui dire que c'est possible. Je ne sais pas si c'est très clair. Je pense comme vous. C'est juste en fait l'accès à l'information. Plus ou moins dit, il y a plein en fait d'assauts qui sont de l'info sur Internet. Et c'est déjà bien. Des lieux physiques, est-ce qu'ils sont des lieux physiques, surtout ça? Il y a aussi des lieux physiques. Oui. Il y a plusieurs de ces assos qui ont des permanences. Dans le Bouches-du-Rhône? Dans les Bouches-du-Rhône, écoutez, allez au planning. Non, mais sans blague. Sans blague, il y a le planning familial, puis il y a des associations trans. Alors, elles ont peut-être pas spécialement l'habitude de recevoir des personnes autistes, mais c'est peut-être aussi l'occasion pour tisser des liens et pour essayer c'est ce qu'on a besoin, nous. De développer ce genre de liens de travail ensemble, parce que on sait qu'il y a plein de personnes concernées. Et on continue à faire d'un côté handicap, d'un côté les trucs LGBT. Et nous, on voudrait faire les deux en même temps. Oui. Il y a une intersection, il y a plein de gens qui existent à cette intersection. Nous on se rendait compte. C'est les cas qu'aujourd'hui, nous, on a. Est-ce qu'il reste
reste des questions avant de clôturer. Peut-être la dernière question, parce qu'après, il y a une conférence à 15h30. Par rapport aux personnes autistes, en fait, il y a une association qui a créé un chat en ligne pour les personnes qui ne sont pas à l'aise en présentiel et avec du monde et qui ont envie d'avoir de l'intimité. Et en fait, c'est un chat qui est accessible depuis le site de l'AFA, donc l'Association francophone des femmes autistes, ou via le site commentons'aime.fr. Et donc, il y a de l'information sur la sexualité, pas forcément très précisément sur les personnes trans. Du coup, il y aurait éventuellement un lien et des formations à faire de ce côté-là. Mais en tout cas, pour des personnes autistes qui ont des questions, c'est un site de qualité sur les relations, les violences, les relations sentimentales. Et donc, les écoutantes par écrit sont formées aux spécificités des TSA. Voilà. Si on peut, juste une dernière question avant de terminer. Ouais, ça va être très très rapide. Très rapide. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est super important. Il faut des ponts entre le handicap et le monde LGBT. Moi, je suis investi aussi beaucoup dans mes temps dans la thématique LGBT parce que je fais partie du centre inter-LGBT de Paris et je crois que c'est hyper important aussi de faire des ponts, de former à la fois les professionnels sur le handicap, mais aussi de former aussi les actions LGBT au handicap aussi. Parce qu'il et il faut plus, parce que dans le monde LGBT, il y a aussi des problèmes d'activité aux associations, problèmes d'activité par rapport aux loisirs et tout. Et je pense que c'est important, comme vous avez dit, de travailler sur l'intersexualité. Handicap, couleur de peau et homosexualité, et voilà quoi. Parce que moi, je suis à traverser de tout ça. Je vous remercie. Merci à vous. Merci pour ce mot de la fin. Voilà. Merci beaucoup à tout le monde et bonne suite de salon.